Il y a du nouveau dans l'affaire Epstein. Epstein, c'est le nom de famille de Jeffrey Epstein, un homme d'affaires qui avait été accusé de trafic sexuel et qui s'était enlevé la vie avant la tenue de son procès. Là, dans ses courriels, on a fouillé et il semblerait que Donald Trump, le président des États-Unis, était au courant de ces crimes, toujours selon les courriels qui ont été révélés au grand jour. On en parle avec Georges Mercier. Bonsoir, Georges. Salut Rémi. Rapidement, petit rappel, là, peux-tu nous l'offrir de ce qu'est l'affaire Epstein? Oui, essentiellement, Jeffrey Epstein, c'est un financier américain qui a fait fortune dans des circonstances nébuleuses et qui est devenu très, très, très riche. Et comme bien des gens très, très, très riches aux États-Unis, il était aussi très, très connecté. Donc, il connaissait tout le gratin new-yorkais. Il a fréquenté Donald Trump durant de nombreuses années. Le grand problème, c'est que Jeffrey Epstein, c'était aussi un prédateur sexuel, un pédophile qui a été accusé par la justice et jugé coupable, qui était maître d'un genre de réseau de prostitution juvénile. Et le grand problème, c'est si Donald Trump était son ami, est-ce qu'il était coupable? Est-ce qu'il était au courant des agissements de Jeffrey Epstein? Est-ce qu'il y a participé? Et c'est l'affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs mois maintenant aux États-Unis. Pourquoi on parle autant de ça? C'est-à-dire que ça fait des années là, qu'il s'est enlevé la vie. Il y a encore des gens qui pensent qu'il a été assassiné parce que Jeffrey Epstein avait tout intérêt à être tué selon des gens qui étaient compromis par les secrets qu'il gardait dans sa cellule. Il me semble qu'on peut pas, pourquoi on passe pas à autre chose? Ben, deux éléments. Le premier élément très, très politique, c'est que il y a plusieurs membres du mouvement MAGA qui ont monté ce qui est devenu une théorie du complot, qui ont fait mousser la mousse d'une certaine manière Ouais. et qui ont promis de grandes choses. Durant la campagne électorale de la dernière présidentielle américaine, les Kash Patel, notamment le directeur actuel du FBI, avaient promis qu'il allait dévoiler un scandale. Le problème, c'est que lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche, ben, il ne trouve pas de scandale à dévoiler, ou s'il y en a un, il décide de ne pas le Ben dévoiler. oui, c'est Le ça. deuxième, oui, c'est ça le gros problème. Puis le deuxième élément qu'on mentionne moins, c'est que l'affaire Epstein, c'est un peu la théorie du complot parfaite. Parce que c'est pas c'est pas la théorie la moins crédible. On parle d'un homme bien connecté, très riche, il a une île privée, il a un avion qui s'appelle Lolita Express, il était ami avec Bill Clinton, avec Bill Gates. Donc voilà, il y a comme tous les éléments pour en faire une bonne théorie du complot et des éléments qui sont véridiques aussi parce qu'il y a eu un crime. C'est peut-être pour ça aussi que ça ne décolère pas, que ça ne s'en va pas. Comment Donald Trump se défend-il là, dans les dernières heures? J'ai vu Catherine Leavitt, qui est la porte-parole de la Maison-Blanche, dire non, ben écoutez, là, ces courriels-là ne font que prouver encore une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de lien entre Donald Trump et Jeffrey Epstein au-delà d'une amitié qui s'est arrêtée là, finalement. Là, est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'on entre dans une phase où ça va être de plus en plus chaud pour Donald Trump? Ben, en fait, ce qui est dit dans les courriels, c'est, je cite Jeffrey Epstein, il dit Donald Trump, c'est le chien qui n'a pas jappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donald Trump, il savait ce qui se passait, il était au courant de ce que je faisais, mais il ne m'a pas dénoncé. Et le problème avec cette affirmation-là, c'est facile d'y croire parce qu'on sait que Donald Trump disons, exclu Jeffrey Epstein de son club en Floride parce que Jeffrey Epstein, il recrutait des femmes pour faire ces fameux massages qui étaient de l'abus sexuel. Donc Donald Trump, est-ce qu'il était au courant des agissements? S'il était au courant et qu'il a décidé de ne rien faire, c'est quand même une faute morale quand on fait face à ce genre de choses-là. S'il n'était pas au courant, ça veut dire qu'il visiblement il était aveugle, ce qui n'est pas nécessairement mieux pour lui. Donc il n'y a pas vraiment de cas de figure où il s'en sort bien. Un élément qu'on mentionne moins, par contre, tout le monde, par exemple 75% des Américains, selon les sondages, voudraient que tout le dossier Epstein, les milliers de documents, soient rendus publics. Un problème avec ça, c'est qu'il y a une panoplie de noms là-dedans, des noms de victimes, des noms de gens qui n'ont peut-être pas commis de crime. Et donc, c'est un vrai calcul pour le gouvernement. Est-ce que je veux rendre public ces documents-là, potentiellement incriminer des gens? Et on sait de nos jours combien vite des rumeurs peuvent monter quand on parle de ce genre de choses-là. Donc, il y a une question de responsabilité aussi. On se rappelle quand même l'affaire Bill Clinton avec sa secrétaire qui avait commis un acte sexuel consentant. Doit-on quand même le préciser? Il y a quelque chose comme une fascination pour la sexualité aux États-Unis, hein, ce pays quand même assez prude en raison de ses convictions protestantes. On n'en sort jamais, là. Oui, mais je suis content que tu parles de Bill Clinton, Rémi, parce que on se rappellera que le Parti républicain, à la fin des années 90, début 2000, avait quand même monté une chasse aux sorcières pour une fellation consensuelle dans le bureau ovale. Alors qu'aujourd'hui, la vaste majorité des républicains veulent faire l'autruche, un peu, ne veulent pas qu'on pousse trop dans l'affaire Epstein, comme si les scandales sexuels d'alors étaient plus importants que ceux d'aujourd'hui, alors qu'on parle, dans le premier cas, on dit d'avoir de l'adultère, c'est pas bien, d'accord? Alors que là, on parle de crimes sexuels graves. Donc, il y a une incohérence Ben ici. oui, tout à fait. Le mot fellation a été prononcé avant 19 h. C'est un record pour le 99.5 Montréal. Hey, rapidement, Georges, je veux t'entendre sur
le scandale qui implique la BBC, on le sait, on en a parlé au début de la semaine, mais il y a du nouveau là-dedans. Je rappelle pour les gens qui n'ont pas entendu parler de cette histoire-là, la BBC, c'est l'équivalent de Radio-Canada en Grande-Bretagne. Le directeur général ainsi que la directrice de l'information ont dû démissionner parce qu'ils ont, ils ont été pognés à avoir accepté un montage d'un discours de Donald Trump, et pas n'importe quel discours, c'était le discours avant l'assaut du Capitole. Là, Donald Trump va de l'avant avec cette poursuite-là là, contre la BBC. Oui, et lui, il dit qu'il n'a pas qu'il n'y a pas le choix de le faire, en fait, qu'elle va de soi parce que le crime est trop grave. Le crime, l'agissement est trop grave. Un élément intéressant à garder en tête, c'est que la BBC, tu l'as dit, Rémi, c'est l'équivalent de Radio-Canada en Grande-Bretagne. Donald Trump ne poursuit pas seulement une entreprise médiatique privée, il poursuit littéralement une entreprise financée par le gouvernement britannique. Oui. Donc, indirectement, c'est le gouvernement britannique qui le poursuit. Oui, tout à fait. Puis c'est indirectement les contribuables de la Grande-Bretagne qui le poursuit également. C'est tout. Puis lui, il dit, je le fais pour le peuple. Je le fais pas pour moi. C'est un peu difficile à croire parce qu'on le sait quand même assez fier de sa personne. Mais il y a peut-être aussi un autre élément, j'allais dire le mot propagande, mais du populisme de Donald Trump qui se matérialise là-dedans. C'est je le fais pour l'information. Je le fais pour l'accès à l'information. Oui, je le fais pour une information non biaisée, une information non partisane. Cela étant dit, c'est peut-être le genre de coup de fouet qu'un organisme comme la BBC, qui connaît de graves problèmes, qui a des graves problèmes de crédibilité, a besoin. On verra dans la réponse de la BBC s'ils parviennent à, disons, retrouver le haut de la main. Merci beaucoup, Georges Mercier. On se reparle la semaine prochaine. Après la pause, on parle avec le commissaire à la langue française du Québec, Benoît Dubreuil, qui a publié des rapports qui sont, à mon avis, dévastateurs sur la mixité dans les écoles, le rapport des immigrants de première, deuxième et troisième génération français. Et on parle également à François Fournier parce que sondage léger ce matin. Qu'est-ce qui se passe avec le Parti québécois? Qu'est-ce qui se passe avec le Parti libéral? On vous revient après la pause.